Mais c'est maintenant l'occasion de recevoir notre invité, Tristan Tristan. On le Ezerman. reçoit maintenant? Ok, ok. Bonsoir Tristan. Bonjour les amis, vous Salut. m'entendez bien? Oui, Oui, ça va. alors, Peut-être un peu donc mieux. là, on voit Tristan en pleine danse. Ah oui. Voilà. Donc, nous, Tristan, nous, on s'est rencontrés suite à l'assemblée que tu avais faite ce 29 janvier 2022, franco-italienne. Oui, Alors, j'y étais pas, mais par contre, moi, j'ai vu les 9 heures et j'avais qu'une envie, c'était de contacter, savoir qui tu étais, comment ça se passait. Suite à ça, bah, on a pu voir nos intérêts communs, je pense, qui est de remettre du réel, de l'énergie dans la vie. J'en profite pour dire que le site, vous pouvez voir le site de Tristan en dessous, en bas de la vidéo, dans les liens en description. Aussi, bah, il y a eu ton livre que j'ai lu. Donc, voilà. Donc, Les Indomptables, qui est un témoignage par rapport au Covid. Donc, Les Indomptables au-delà de l'effondrement, qui, du coup, avec une préface notamment de Louis Fouché. Louis Fouché aussi, puisque lui était sur la partie médicale, anesthésiste. Ça fait prendre conscience à quel point la science médicale était dans les dérives. Comme d'ailleurs tu le notes dans ton article de Sapiens, qui est là. Donc je montre la couverture qui est parue en mai 2022. Voilà, donc je pense avoir fait la présentation de Tristan, donc on peut voir sans être masqué par les différents panneaux. Voilà, bonjour Tristan. Donc moi bonsoir à vous. j'ai lu avec grande attention ton article et on s'est étonnamment retrouvé sur la physique quantique, qui est un sujet qui te passionne. Absolument. Et moi, j'ai relevé cette chose puisque je parle qu'il ne peut y avoir de consensus en science. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas par rapport à ce que j'ai lu, je cite au tout début et après je te laisse la parole évidemment. Mais j'ai adoré cette partie. Mes amis mathématiciens ne considèrent pas la physique comme une science. Pour mes amis physiciens, la biologie est à peine une science. Pour mes amis biologistes, les sciences humaines ne sont pas d'une science. On se demande ce qu'est la science à force. Pour mes amis cognitivistes, ils pensent que la psychanalyse est une forfaiture. Pour les psychanalystes, que l'énergétique n'est pas scientifique. Ben, qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la science à force en fait, on s'aperçoit, donc là, tout à l'heure, j'ai montré les conflits au niveau des physiciens, hein, mais là, on voit qu'au niveau des différents domaines scientifiques, je sais pas, on peut évidemment pas parler de consensus, je sais pas si c'est la bataille, mais c'est de l'évidence que ça part dans tous les sens, que personne n'est d'accord. Qu'est-ce qui est scientifique en fait? Qu'est-ce que te disent tes amis? Qu'est-ce qui pour eux est scientifique? Il y a bien un point commun quelque part qu'il faudrait qu'on dise ah bah ça c'est scientifique, ça c'est pas scientifique. Bah, c'est vrai que c'est rigolo ce truc-là parce que quand on les écoute, c'est toujours la bataille entre eux pour avoir un peu quel est celui qui est le plus scientifique que les autres. Mais au bout du compte, Platon considérait, et puis après ça a été repris par, même dans la modernité, ce qu'on considère comme le plus scientifique, c'est les maths, c'est les mathématiques. C'est pour ça que et eux-mêmes se considèrent comme la vraie science. Et par exemple, pour eux, la médecine, c'est du bricolage. Mais, et d'où la confusion qu'il y a eu avec l'épidémiologie, mais dont parle très bien Vincent Pavant et Laurent Toubiana. C'est-à-dire où on a voulu passer d'une science que les mathématiciens vont dire molle ou bricolage, qu'est la médecine, on a voulu la faire passer dans des équations plus dures, à travers des probabilités, donc plus mathématiques, ce qui n'a absolument pas marché. Bah, ça a été une catastrophe. Il n'y a eu aucune prévision n'était bonne. Mais pour répondre à la question, et j'y réponds dans l'article, qu'est-ce qui rejoint qu'est-ce qui fait le socle commun des scientifiques? C'est la raison. Enfin, tout simplement. C'est-à-dire, c'est une manière de raisonner, c'est une manière de chiffrer, c'est une manière d'aborder le monde.
et de le, comme on dit, de le réifier, c'est-à-dire d'en faire un objet mesurable. Alors ensuite, et là, ça c'est la base de tout. Après, là viennent les différences. Le mathématicien, il va être dans les chiffres, la géométrie. Ensuite, le physicien, lui, va s'occuper de la matière dite inanimée. Donc il y a aussi une partie d'équation, mais il y a une partie d'observation et d'expérience. On va vers la biologie, qui elle va vers le vivant. Donc là, il y a encore plus d'équations, on va dire, imprévisibles. Et puis après, on arrive aux sciences humaines, dont le droit fait partie, quand même, ne pas l'oublier, qui reste sur des bases rationnelles, mesurables, quantifiables, une vérification. Mais alors là, évidemment, quand on arrive dans le domaine humain, c'est encore plus imprévisible et les résultats sont beaucoup moins déterminés que les mathématiques. Mais c'est très important, quand on a cette courbe-là et qu'on voit leur guerre interne, de savoir qu'en fait, ils sont sur un socle commun, qui est la réduction du réel par la raison. Est-ce que je suis clair? Non, mais non seulement tu es clair, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que plus on quantifie, plus on fige, plus on sort de la réalité. Alors ça, que... Oui, alors voilà, ça c'est le deuxième problème. C'est-à-dire que oui, c'est le gros problème. En effet, plus tu quantifies, plus tu vas du coup vers les mathématiques, mais même la raison, hein, on sort du réel. Mais là, on arrive un petit peu au nœud du problème, c'est-à-dire on s'aperçoit, c'est l'intérêt de la physique quantique, que plus tu fais de la science, plus tu te dématérialises et puis tu te déréalises. Parce que la science, et on va partir du chiffre, donc on va partir des mathématiques, le chiffre est déjà une réduction du réel. C'est-à-dire que quand je dis une pomme, deux pommes, il faut déjà que j'ai conceptualisé la pomme, qu'ensuite je la chiffre, que je l'observe, que j'en fasse un objet. Donc il y a tout un processus mental. Et ensuite que je la ramène à une pomme, ou deux pommes, et que je la ramène à un et deux. Donc une homogénéisation et une quantité. Et à partir de 1 et 2, j'oublie la pomme, je fais des maths, puis après je peux, à travers la physique, puis la biologie, puis les sciences humaines, j'en arrive à quantifier le monde. Et l'économie, évidemment, est une de ces sciences-là. Sauf qu'en quantifiant le monde, je les réduis. Je le réduis à 1, 2, à un chiffre, et à des processus de chiffres algorithmiques, algébriques. Et ça, on oublie. Et c'est ce que tu évoques. On l'oublie, c'est-à-dire qu'on se dit, ah tiens, en fin de compte, le monde est chiffre. Et c'est toute l'erreur qu'on vit aujourd'hui, depuis, on va dire, essentiellement depuis les Lumières, mais même avant, hein, depuis Platon et Aristote. Donc, pour nous, le monde est chiffre, c'est un monde naturel. Mais pas du tout. C'est un monde construit. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas partie du monde. Le chiffre fait partie du monde, mais il n'est pas le monde. Voilà. Le chiffre fait partie du monde, mais il n'est pas le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui se passe aujourd'hui, c'est quand le monde se réduit aux chiffres. Donc, on a fait le passage. On est passé de on sait que le monde n'est pas un chiffre à le monde est un chiffre. Que je viens de dire comment ça s'est fait. Et dans l'histoire, on le suit bien, puisque Platon lui-même, quand tu lis le Timée, oppose la force de la nature et la force de la raison. Et il dit, ce sont deux forces très fortes, mais la nature aura toujours raison de nous. Aujourd'hui, on est passé dans un monde où on ne dit même pas que la nature est plus forte que nous. On est arrivé dans un monde, via Galilée, on dit, le monde est chiffre. Mais bien sûr que non. Et la physique quantique, en ce sens-là, a été un rappel à l'ordre, si je puis dire, même de la réalité scientifique, et donc de la réalité rationnelle, mathématique, jusqu'aux sciences humaines, de rappeler que ce n'est qu'une interprétation et ce n'est qu'une partie de la réalité. Et que on ne peut pas prétendre la réalité aux chiffres, cette petite partie. C'est ce qu'on appelle faire d'un détail le tout. Voilà, donc c'est Et pourtant, on parle de science exacte. J'ai l'impression que plus c'est exact, plus c'est... Il y a illusion, là. Il y a une illusion, et puis il y a même une prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on te dit plus c'est exact, plus
c'est naturel, puisque finalement on en arrive à ça, on en arrive à dire le monde est une loi scientifique, mais le monde n'est pas une loi scientifique. La loi scientifique est une manière d'aborder le monde, et la science fait partie du monde. Vous voyez l'inversion perpétuelle qu'on vit aujourd'hui. Et donc, on en arrive aussi à ce qu'on appelle le scientisme, l'idéalisme, même l'agnotisme, hein, il va vers là, c'est-à-dire, ah non, non, mais le monde, ce sont des lois scientifiques. Et on va te dire, le monde est objectif, mais le monde n'est pas objectif. Le monde, il nous dépasse de loin. L'objectivité est un rapport au monde. Compris dans le mot lui-même, on fait du monde un objet. Et nous, on se considère comme sujet. Donc ça nous rapporte à l'homme-machine de Descartes, l'homme dominateur du monde, qui est le premier à faire du monde un objet en sortant la conscience, l'ego, l'ego au sens cogito ergo sum, c'est-à-dire la pensée, autrement dit, comme la manière dont je me place au monde, c'est-à-dire que je vais en faire un objet, je vais l'observer, ob, c'est le même objet, je vais l'observer, mais en l'observant, je me détache du monde, je le réduis, comme je viens de le dire, je le réduis, et là on arrive à ce que je disais, on arrive dans ce rapport d'objectivisation, de réification, reste faire un objet en latin, on en arrive à le dominer. C'est là que je dis qu'il y a une ouais. Voilà, et voilà la possession. Et après, au niveau économique, et ça va être le capitalisme, le capitalisme prédateur, néolibéralisme, c'est la même chose. Hein, tout ça, c'est après des jolis mots pour dire la même chose, qui est l'appropriation. La possession, l'appropriation et la domination. Donc tout ça est complètement lié. Là où la physique quantique, excuse-moi, Laurence, tu veux poser une question? Non, non, mais en fait, quand on est plus on est dans la possession, plus on est dans la déconnexion, en fait. Oui, et plus on est dans la possession, plus on est dans la réduction. C'est ça qu'il faut comprendre au niveau émotif aussi. Et là, je parle en tant qu'énergéticien. Plus on va chercher à posséder quelque chose, plus cette chose-là va nous donner peu, elle va nous donner peu d'elle-même, et plus nous-mêmes, notre émotion vers cette chose sera réduite. Je donne un exemple très simple. C'est la différence entre quand tu vas aimer une personne ou quand tu vas chercher à la posséder. Ce sont des différences énormes, mais qu'on a beaucoup de mal à avoir la différence. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un monde chiffré, scientifique, et qui a fait cette réduction du réel, qu'on pense que l'amour, c'est une possession. Et on a beaucoup de mal à faire la différence. Mais en fin de compte, quand tu aimes quelqu'un et que tu cherches à le posséder, que ce soit du coup par des stratégies de manipulation, mais inconscientes évidemment, des stratégies de contrat de mariage est une possession. Il n'y a rien de plus antinomique entre le mariage et l'amour. Ça, voilà, et on essaie de nous faire croire, non, 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 marie-toi pour me protéger. Mais à partir du moment où tu fais de l'amour un contrat, c'est que l'amour, il est remis en question. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas faire de contrat, tu vas le protéger, ça te vient spontanément. Le moment où tu vas faire le contrat social, qui est évidemment une demande sociale, l'amour est remis en question. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce que tu te maries, il n'y a plus d'amour. Mais en tout cas, il est remis en question. Mais il y a à ce moment-là un conflit qui se fait, mais qui est un conflit qui vient du social. Parce qu'en effet, socialement, pour te protéger, puisqu'un contrat de mariage, c'est essentiellement fait des clauses de protection, la société elle-même est faite sur la possession. C'est pour ça que je parlais du droit, que je rappelais que le droit est une science humaine. Et le droit est la contractualisation des rapports. Donc, oui. D'ailleurs, il y a eu cette manipulation qui nous a dit que c'était pour notre bien, donc qui a laissé entendre que nous étions possédés par notre gouvernement, donc sur un fonctionnement de peur, hein, parce que la possession et la peur vont évidemment ensemble. Hein, on possède parce qu'on a peur de perdre. Et effectivement, de cette confusion d'amour, nous ne sommes pas dans un gouvernement qui aime sa population, mais dans un gouvernement qui veut posséder sa population. Donc, nous dit que c'est pour notre bien, nous engage dans une espèce de contrat, d'un contrat aliénant. En fait. Absolument. Et c'est même sur un contrat encore plus problématique que ça, parce que c'est un contrat inconscient. C'est-à-dire que la manière dont ils ont parlé de notre santé, c'était comme un capital santé. Et moi, je le vois dans mon domaine, hein, on parle de capital santé aujourd'hui.
donc ils ont joué la santé comme un bien entre sécurité et liberté. Je vais t'enlever des parts de liberté pour te donner des parts de sécurité. Mais là, il y a déjà dans la déconnexion conceptuelle, si je puis dire, entre santé et liberté, il y a une grave erreur. Parce que tu ne peux te sentir en sécurité que si tu as de la liberté. Et tu ne peux être en liberté que si tu es en sécurité. Exemple, je ne vais pas sortir de chez moi si c'est la guerre. Je vais avoir plus de mal à sortir de chez moi si c'est la guerre parce que je ne me sens pas en sécurité. Mais de même, si tu m'enlèves des libertés de manger, la liberté de me déplacer, la liberté de travailler, la liberté d'avoir un salaire minimum pour pouvoir vivre, comment veux-tu que je me sente en sécurité? Impossible. Donc là, on est dans des concepts, des oppositions de concepts impossibles, où on nous a trompés. Le problème, c'est qu'on nous a trompés. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a trompés. Le gouvernement joue sur une tromperie sur laquelle on est tous d'accord. Oui, sur une confusion. Et par rapport à cette rationalisation, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, on a fait de la vie, de la santé, un bien. Donc on a découpé la sécurité et liberté, par exemple, mais on a découpé vie et santé, on a découpé environnement et santé, c'est-à-dire ton corps et l'environnement, via les virus qui seraient, par exemple, le microbe, le virus, c'est quelque chose qui t'attaque, alors que ça fait partie de toi. Donc on a encore fait, en fait, c'est assez simple, la raison au service du pouvoir est une raison discriminante au sens technique du terme, c'est-à-dire une raison analytique, c'est-à-dire qui va séparer, qui découpe. Dès que tu découpes, une fois que tu as découpé deux parties, elles peuvent s'opposer. Après, le pouvoir joue ses oppositions. Mais ça, c'est au moins 2000, 3000 ans d'histoire, hein, 4000 ans, peut-être 1000, je ne sais pas, sur lequel le pouvoir joue, mais il joue de manière virtuose aujourd'hui avec les nouveaux moyens technologiques, mais la rhétorique, c'est toujours la même. Et il faut pouvoir nous interroger, nous-mêmes en tant que peuple et être humain, pourquoi est-ce qu'on réagit aussi bien? C'est parce que déjà nos structures sont fondées sur ça. Et c'est là qu'il faut revenir en effet à quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la dualité et de l'ordre de la confusion entre loi, science et monde. Je le répète, le monde n'est pas une loi. Et le monde n'est pas une loi scientifique, encore moins une loi scientifique. Mais pour nous, notamment occidentaux, on a beaucoup de mal à réouvrir notre esprit, et là, c'est là où ton émission est essentielle, à réouvrir notre esprit au fait que le monde n'est pas une loi, le monde n'est pas un ordre, le monde n'est pas science. Et là, on va te dire, mais si, il y a forcément, oui, il y a des lois. Il y a des lois à partir du moment où l'homme décide qu'il y a des lois. Et c'est là où la physique quantique est. Alors, on rappelle, c'est le principe d'Heisenberg, hein, tout simplement, qui dit le monde, la loi n'est que notre manière de. Je te reprends la citation exacte, parce que du coup, j'ai ressorti mes trucs. La citation exacte, c'est ce que nous observons n'est pas la nature elle-même, Heisenberg, mais la nature exposée à notre méthode d'investigation. Voilà, tout est dit. Mais il reprend Emmanuel Kant, hein, c'est pas novateur ce que dit Heisenberg. C'est-à-dire que notre manière d'observer le monde applique déjà notre loi d'observation. Et le monde nous répond un petit peu à ça, mais c'est peut-être 0,00,1%. Et on va dire que la personne rationnelle vulgaire va se dire, mais non, tout est rationnel, tout est loi scientifique. Sans même comprendre que dans la science elle-même, on a déjà résolu ce problème en disant, mais non, bien sûr que non, c'est très bien que c'est notre méthode. Quand tu veux que la science, que la nature soit une loi, tu commences à l'observer, tu commences à la découper, à la rationaliser, à donner des lois. Mais ce n'est pas la nature, ce sont des lois de la nature décidées par l'humain. Ce que dit Heisenberg en suivant Kant, en suivant finalement une bonne partie de la philosophie. Donc ce n'est pas une nouveauté. Là où la physique quantique est nouvelle et absolument sensationnelle, c'est qu'elle nous en donne la preuve expérimentale. C'est-à-dire avec la réduction du paquet d'ondes, avec la loi de non-localité, non-localisation, et puis l'autre que je cite qui est aussi importante, bien sûr la dualité. La raison n'est pas raisonnable.
Voilà, après, enfin bon, en tout cas, ce que nous dit la physique quantique, c'est que au moment où tu observes, que ce soit dans la dualité onde-particule, sans rentrer dans la technique, on s'aperçoit qu'on a plusieurs mesures. Donc, à ce moment-là, on s'aperçoit en effet que l'observateur a une influence dans l'observation. À partir du moment où l'observateur a une influence dans l'observation, ça veut donc dire que l'objectivité, en tout cas absolue, est absolument impossible. C'est une remise en question absolument énorme du système objectif et du système de raison. Et la physique quantique a très bien dit, donc au moment où on observe la superposition, ce qu'on appelle la superposition d'états, donc l'électron, pour rappeler cette démonstration qui est essentielle, l'électron il tourne dans un sens ou dans l'autre, il a un mouvement rotatif. On ne sait pas dans quel sens il tourne. On sait qu'au moment où on l'observe, l'impact énergétique de l'observation l'oblige à tourner dans un sens ou dans un autre. En tout cas, notre observation l'oblige. Voilà. C'est là où on se rend compte, et il y en a beaucoup d'expériences comme ça dans la physique quantique, celle-là, on la connaît bien, c'est là où on se dit, c'est au moment où j'observe, la nature me répond, j'oblige la nature à me répondre, d'une certaine manière. Mais ça veut dire qu'avant mon observation, la nature avait une toute autre manière d'agir. Et de là, on peut dire, elle n'a peut-être pas deux manières de tourner, elle en a peut-être 1000 ou une infinité. Et là, on a ouvert un champ absolument énorme, expérimental, où Einstein, évidemment, ça a été pour lui une catastrophe. Une catastrophe. Ça a été à la fois un des découvreurs de ça. Puis quand il a ouvert le truc, il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai ouvert? En fait, tout à coup, c'est la limite absolue de la raison. Mais qu'on savait, les philosophes étaient déjà très en avance dessus. Les physiciens quantiques l'ont prouvé au niveau corpusculaire, au niveau minime, microscopie. Donc ils ont montré que notre observation de la raison, c'était minuscule. C'était minuscule. Et alors là, il y a eu un petit peu il y a eu deux choix possibles. C'est ce que je raconte dans mon article. Soit tu n'acceptes pas profondément que le monde t'échappe, soit tu acceptes que le monde t'échappe. Ils ont tous fait le premier choix, tu t'en doutes bien. À 100%. Hein. Et c'est pour ça que j'en viens à interroger la raison à la fin de l'article. Ils ont tous fait le premier choix de différentes manières. Que ce soit Einstein avec la variable cachée, que ce soit le bootstrap, vous connaissez avec une théorie de la physique, Capra. Il y a plusieurs. Ah bah, il voulait pas que ça soit comme ça, quoi. Il voulait que ça soit contrôlé, qu'il y ait une En histoire. gros, il voulait que ce soit contrôlé. Alors, tu en as qui ont dénié, tu en as qui ont dit il y a une limite, mais on s'en fout. Puis tu en as qui ont fait des choses un peu plus improuvables, comme Capra, c'est-à-dire maintenant le multi-univers, le bootstrap, mais qui sont improuvables, hein, évidemment. Il n'empêche pas que ce soit intéressant. Mais en tout cas, tout ça, c'est résolu d'une manière assez simple par des calculs de probabilité, des stochastiques. C'est-à-dire, en gros, mettons, je te prends un ensemble. Dans cet ensemble, il y a un indéterminisme. Il y a, après ce qui a donné la suite dans la théorie du chaos, il y a un chaos qu'on peut pas, on peut pas savoir si ça va à gauche, à droite, en haut, en bas. On va l'ordonner. Voilà. Mais dans un ensemble de probabilités, sur 10 000 particules, on sait que tu en as une centaine, on ne sait pas où elles vont aller, mais sur les 10 000, ça ne fait pas tant que ça, donc on peut continuer à avancer. Ce qui a donné l'ordinateur, les théories fluides, les théories du chaos, enfin plein de choses sur lesquelles aujourd'hui on est, les théories de l'atome, etc. Mais, donc ils ont mis de côté, grosso modo, le côté imprévisible. Ça a été ça la stratégie. En gros, ça a été ça, pour tous. Et c'est là où du coup, je m'interroge. J'ai donc interrogé à travers la physique quantique la raison. Qu'est-ce que la raison à travers ça? Elle veut avoir le pouvoir. Elle veut continuer à dire, écoutez, la physique quantique, on oublie ces 100 petites particules qui font n'importe quoi, dont on ne sait rien.
On est passé du ça nous échappe, c'est extraordinaire, elles font n'importe quoi, à on s'en fout, elles comptent pas, on les a oubliées finalement. La nature, c'est une loi, et c'est une loi scientifique. Voilà, on en est arrivé à ça. Moi, j'ai refait tout en disant, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces 100 petites particules que vous avez découvertes. Et qu'est-ce que ça veut dire de la raison et du pouvoir qu'il y a derrière, de dire ça n'existe pas, ça ne nous intéresse pas, ou bien on fait des interprétations impossibles. Ça veut dire que la raison, elle est dans le contrôle permanent. Elle veut avoir raison, elle veut réduire le monde à un algorithme, à une facilité. Et attention, quand je dis algorithme, elle veut même réduire le monde à des processus. Et j'inclus les sciences humaines dedans. C'est pour ça que des mathématiques aux psychanalystes, si tu veux, on reste quand même, la psyché reste, ce sont encore des processus d'analogie, de logique, symbolique. Il y a ces processus rationnels, dont de contrôle. Et c'est vrai que je suis assez allé loin avec l'énergétique, en disant l'énergétique, ou on va dire la poésie, ou l'humain, c'est de lâcher le contrôle. Donc lâcher la raison. Et alors là, tout le monde rentre en panique. Parce qu'on va te dire immédiatement, et ça, là c'est viscéral, on va te dire, ici, je lâche la raison, je lâche le contrôle. C'est le désordre. Oui, le protocole. Appelez-moi le protocole. C'est la panique, je suis perdu. Tout le monde va s'entretuer. C'est la jungle. Voilà ce qu'on va faire. Donc, ce sont des choses viscérales. Et là, je t'assure que tu peux mettre beaucoup de gens vont réagir comme ça. Et là, on a la clé de la panique qu'il y a chez les personnes qui cherchent à expliquer, qui cherchent de l'information, qui cherchent à savoir, qui pensent que le monde est loi. Ce sont des gens qui sont, quand je dis des gens, pour moi, parce qu'on est tous plus ou moins dedans, on est dans la folie du contrôle. Et le lâcher le contrôle, c'est l'initiation de l'homme. Si un être humain n'entame pas cette démarche-là, le karma, ça va se répéter. Sa vie va se répéter. Et il n'aura pas fait ce qu'on appelle le pas de l'amour. En fait, l'amour, c'est pas quelque chose, pour moi, tel que je l'imagine, c'est pas quelque chose de religieux, c'est pas quelque chose de si subjectif que ça. C'est le moment où tu décides de lâcher le contrôle. Pour moi, l'amour. Tu lâches la peur. Donc la peur, évidemment. Et d'ailleurs, la peur est probablement quand tu fais le pas de l'amour, le plus difficile, c'est de lâcher la peur. Parce que tu vas lâcher quelque chose de toi, tu vas prendre un risque matériel, un risque affectif, un risque dans ton histoire personnelle que tu ressens. Et quand je dis amour, c'est pas seulement entre un homme et une femme, entre les hommes, oui. Relationnel, c'est aussi envers une communauté, ça peut être envers toi. Ouais. Voilà, c'est ce pas-là. Après, tu le déclines de plusieurs manières différentes. Moi, dans ma pratique énergétique, le pas d'amour, ça ne s'appelle pas comme ça, on va appeler ça évidemment le moment où tu vas te connecter à l'énergie primordiale. On sait très bien que tu dois lâcher le protocole. Voilà. Par exemple, si tu restes dans un protocole, tu n'auras pas la connexion à l'énergie primordiale. En tant qu'artiste, si tu restes dans un protocole, tu n'auras pas la connexion à l'inspiration. On sait qu'en tant qu'artiste, la seule chose qui compte, c'est l'inspiration. Tout le reste, soit du blabla, soit de l'obligation culturelle. On n'a pas trop le choix, c'est-à-dire tu dois faire de l'argent, tu dois répondre à un public, tu dois répondre à de la propagande ou de la contre-propagande et donc inventer des trucs pour l'éviter, etc. Tu dois répondre à un cadre de spectacle ou aujourd'hui de digital. Tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre, qu'on doit maîtriser. Là, la raison, tu n'as pas le choix que de mettre ta raison en activité pour trouver les moyens de contourner ça. Mais si tu en restes si tu restes dans le contrôle et dans la raison, tu n'arriveras à rien, tu seras zéro. Tu n'auras rien dans ta vie amoureuse, dans ta vie énergétique, dans ta vie artistique, zéro, rien. Donc c'est pour ça que aussi, c'est perpétuelle information, on va revenir sur le concept d'information, c'est perpétuel, on va donner des informations, on est en saturation d'informations, on ne touche pas le fond. On ne touche pas la chose importante. Et Dieu sait, si j'ai des amis qui s'informent, qui sont surinformés, et qui pensent que c'est une guerre d'information, non, les amis, ce n'est pas une guerre d'information, c'est une guerre de contrôle. L'information fait partie de ces armes-là. C'est une guerre de contrôle affectif, tu l'as très bien dit.
guerre de contrôle affective, et encore plus profonde, guerre de contrôle énergétique, dans laquelle l'art, alors là, malheureusement, a une grande part et a fait une part de merde. Parce que la gestion est devenue une gestion des énergies, une gestion des messages, une gestion des affections, une gestion des représentations. En bref, et les artistes, on s'est complètement corrompu là-dedans. Voilà en deux. En fait, donc la physique quantique qui est censée nous libérer, enfin en tout cas dans l'état d'esprit de comprendre que observer la nature dans une observation large, si on arrive sur des théories qui sortent du protocole, de l'habituel et tout, devrait nous inspirer à autre chose. Mais ce que tu dis, c'est qu'on est passé de ce qui aurait pu être une tempête, une ouverture, est un entrebâillement. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour revenir sur un petit début d'orage? Est-ce qu'on peut comprendre à quel point on se trompe si on n'est pas dans un rapport d'ouverture de la nouveauté, d'ouverture de quelque chose qui n'est pas déterminé? Est-ce que le problème aussi ne vient pas des sciences qui sont séparées? Tout à l'heure, tu as parlé des physiciens, mais tu as parlé des philosophes. Comment ça se fait qu'un physicien n'est pas philosophe? Ça serait quand même dommage que tout soit séparé comme ça. C'est-à-dire que du coup, les domaines de compétences sont tellement séparés que c'est peut-être ça qui empêche justement le début de l'orage. Peut-être pas simplement avoir des croyances je sais pas, religieuses ou autres de ce que devrait être la vie. Hein, la croyance, c'est quand même c'est ce que ça devrait être et pas ce qui est. Peut-être que c'est ça, c'est d'être trop mathématicien, trop physicien, trop biologiste. Il manque peut-être de la philosophie, il manque de l'art de vivre, il manque de la connexion, il manque de l'amour, peut-être dans ces différentes de discipline, quoi. Peut-être pas assez vu comme une discipline, en fait, vu comme une vérité à prouver. Comment on peut revenir sur l'entrebâillement de réouvrir encore un peu plus, quoi. Moi, c'est ça. Est-ce que justement, ton travail au niveau de l'énergétique, qui est une base de retour je dirais pas au naturel, mais au sensuel, au charnel, Disons que, alors, la philosophie, on peut dire, il faudrait revenir à l'orage Socrate, si on parle de philosophie. La philosophie, elle s'est scindée entre Socrate et Platon. Socrate, c'est le dernier, ce qu'on appelle pré-socratique. C'est-à-dire, c'est avant que la philosophie ne devienne malheureusement une science, ne devienne en tout cas une discipline, parce que les Grecs c'était déjà différent, en tout cas une discipline à part. À partir du moment où la philosophie devient une discipline à part, même une discipline de vérité, c'est fini. Socrate, c'est le dernier orage. Parce que Socrate, c'est celui qui fait la maïeutique. Donc c'est celui qui est là pour faire accoucher les âmes. C'est lui qui va dans la cité, qui va parler aux jeunes notamment, qui va parler aux citoyens pour leur dire ça déconne dans la cité, on est en train de se déconnecter, il faut réinterroger il faut se réinterroger ce qui se passe sur la cité à partir de la philosophie, donc à partir de la raison, mais pour une raison de reconnexion. Voilà ce que dit Socrate, de reconnexion à soi-même, de reconnexion collective, à la police, au P-O-L-I-S, au collectif, quoi, à l'agora. C'est ça que dit Socrate. Et il y met sa vie, puisqu'il est condamné à l'exil, à l'assidu, à la mort. Donc il y a un engagement corporel chez Socrate, il y a un engagement collectif. Et il vient des présocratiques, il est considéré comme un présocratique, où les disciplines n'étaient pas séparées. Un Parménide, un Héraclite, un Anaxamore, ils n'ont pas séparé l'observation de la nature, la manière de vivre dans la nature, la guérison, l'art, etc., etc. Platon, c'est le grand prêtre. Platon, élève de Socrate,
comprend Socrate. Et puis à partir de là, il écrit La République, qui est un livre, un des premiers livres totalitaires. Parce qu'il commence à faire des protocoles, il commence à dire telle section de la population, oui, telle section de la population, non. Les poètes, non. Les joueuses de flûte, non. Les femmes, non. Les esclaves, non, etc. etc. Donc, Platon, c'est le premier être totalitaire, en premier, il y en a d'autres avant, bien entendu, en tout cas, dans la philosophie. Et donc, c'est la première catastrophe de la philosophie. Donc, revenir à Socrate, c'est remettre de l'orage dans la philosophie. Ça veut dire remettre les femmes, mais j'entends pas à la manière LGBT, hein, qui est un protocole aussi, remettre les femmes, des étiquettes. Oui, voilà, des étiquettes, remettre de l'art, je ne dis pas encore une fois du ministère de la Culture, qui est encore une fois un protocole, remettre de l'inspiration, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est remettre de la relation, et pas des étiquettes et des protocoles, remettre de la relation, remettre de l'art. Et là, il y a un grand, je reviens toujours sur les Timées, parce que si on parle de science, c'est le grand texte scientifique hein, de Platon, que Aristote tient entre ses mains dans les peintures du Caravage, je crois, à vérifier. Donc remettre de l'orage, ça veut dire revenir à la maïeutique, revenir à Socrate, revenir au pré-socratique, revenir à, comme tu dis, quelque chose de beaucoup plus uni et arrêter les pseudo-luttes entre eux et revenir en effet à une connexion où la raison, on arrête de mettre la raison comme guide. On n'a pas arrêté pendant 2 ans de dire mais non, c'est parce que les gens ont perdu la raison. Ils n'ont pas perdu la raison. Ils sont trop dans la raison. On n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de calculer, on n'arrête pas d'avoir peur. De mentaliser. De mentaliser, voilà. Non, en fait, on a perdu le corps, on a perdu l'émotion, on a perdu l'ancrage, on a perdu la gravitation, on a perdu le poids, on a perdu le sens du risque, on a perdu le sens de la vie, on n'a pas perdu la raison, on est devenu des êtres surrationnels qui s'informent à tout bout de champ, ou en tout cas dans la structure, même si on ne s'informe pas, on est profondément formé. Et ça, c'est un message orageux que je dis là, mais très difficile. Hein. Formé ou formaté? On est formaté. On est formaté. Ouais. C'est très difficile de faire passer à nos scientifiques, mais même aux citoyens, de dire laisse tomber ta raison. Alors là, c'est la panique, c'est panique à mort quand tu dis laisse tomber ta raison. Parce qu'ils pensent qu'ils vont venir. Ils pensent qu'ils vont te lâcher ça. Alors là, je rappelle ça. Oui, Est-ce que je peux intervenir, Tristan? Bon, moi, je suis plutôt scientifique, hein, mais je reste ouvert. Alors, moi, je crois, j'ai appris que la philosophie, les mathématiques, c'était un moyen d'étudier pour mieux philosopher. Donc, c'était un outil pour philosopher. Hein. Après, pour moi, rationaliser, c'est aussi se donner un modèle pour pouvoir agir. Agir et prévoir les effets. Donc, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, rationaliser, je trouve ça très bien, mais il ne faut pas exagérer. Et effectivement, modéliser, c'est restreindre, c'est réduire les réalités, et c'est aussi se laisser berner et se laisser dominer par la bureaucratie. Hein, pour moi, le droit, c'est aussi de la bureaucratie. C'est un moyen d'exercer du pouvoir sur les autres. Alors que moi, je vois plutôt la philosophie. Je dirais que moi, personnellement, pour ma part philosophe, je suis plutôt un jardinier plutôt que quelqu'un qui veut formater et qui veut absolument obtenir tel ou tel résultat. Donc ce que je souhaite, c'est d'être surpris par le résultat de ce sur quoi j'agis. Donc effectivement, je ne restreins pas mon modèle, mais ça me permet de me donner des axes de réflexion. Sinon on fait quoi? Alors, Laurence, tu veux répondre? Oui, moi je voulais aussi revenir par rapport à ce que j'ai dit, et parce qu'un monde, je ne sais pas si on peut dire trop raisonnable, mais trop rationnel, c'est ce que j'ai exprimé par rapport au 19e siècle. Le 19e siècle, monde hyper matérialiste, qui d'un seul coup donne la porte ouverte au spiritisme, aux croyances, aux dérives et tout. Et comme tu as justement dans ton article parlé des dérives, des fausses ouvertures, c'est-à-dire qu'il y a la bonne ouverture qui va permettre d'accepter et même de,
j'allais presque dire de jouir de l'incertitude de la vie, justement dans une nouveauté, dans un mouvement. Et le risque qu'on peut avoir aussi dans cette période actuellement, c'est des gens qui recherchent de la croyance pour se sentir, comme tu dis, pour trouver un air pur d'un monde indomptable. Hein, donc de rechercher de l'indomptable, mais de ne pas chercher dans la bonne voie, quoi, dans une voie, dans une dérive, quoi. Moi, c'est ça aussi qui m'inquiète, en fait. C'est ça aussi où je pense que c'est fondamental de revenir au corps, de revenir à l'amour, de revenir à la connaissance de soi. Quand je dis connaissance de soi, c'est le soi qui je suis à chaque instant, qui me permet donc d'être dans la singularité, de ne pas être un clone, hein, avec l'autre qui aussi est considéré dans sa singularité. Mais que pour l'instant, j'ai peur que qu'on arrive à ces dérives-là, dites religieuses, tu sais, des dérives de croyances qui vont coexister avec une hyper-rationalisation, qui est actuellement. Les dérives dont tu parles, que tu dénonces au 19e, et le retour, qui n'ont jamais disparu, puis que je dénonce aussi, en fait, j'en vois, hein, comment ça s'appelle, il y a tellement de noms parfois, des touchés quantiques, des approches quantiques, des plus ou moins spiritistes à Alain Kardec. Le problème, c'est qu'ils veulent prouver, justifier, monnayer leur pratique avec la science. Avec la science. Ils l'auraient fait avec la religion si on avait été au XIVe siècle. Aujourd'hui, ils le font avec la nouvelle religion qui est la science. Donc en fait, l'intention, elle n'est pas bonne. C'est uniquement une intention de reconnaissance et d'argent. Et il n'y a pas de cohérence. Parce que si tu crois dans les esprits, tu vas croire en un monde irrationnel et tu ne vas pas essayer de le rationaliser. Or, aujourd'hui, on est dans des choses vraiment ridicules où on peut imaginer le fantôme de ma grand-mère va arriver, montons au laboratoire, prenons des flèches et mesurons-le. C'est ce qu'on peut voir dans des films et des séries. En fait, c'est absurde. Ils vont te dire, c'est l'énergie, et ils vont réussir à réifier le fantôme, alors que ça doit parler à un monde rationnel. Là, on est dans le ridicule. Mais de manière beaucoup plus grave, quand on rentre dans la spiritualité, et là, je vais te lire quelque chose d'un physicien, ils veulent te prouver quelque chose de profond comme la spiritualité, qui est là, profondément dans les grandes questions de chacun, et chacun répond avec sa culture et sa personnalité et son histoire. Ils vont te dire non, la spiritualité, c'est une question aussi de physique quantique. Parce que la physique quantique, elle a ce côté un peu mystérieux, avec un langage un peu mystérieux. En tout cas, c'est une question de science et d'observation. Donc on arrive, alors là je te lis ce truc incroyable, de Tao de la physique, puisque du coup de la physique quantique on en a fait un Tao, Lao Tzu, où on dit, écoute bien, le chercheur, l'observateur, Capra, l'observateur, donc celui qui fait un objet, fait partie intégrante de ce réseau, le réseau quantique. Il ne se situe nullement en dehors comme on l'a cru pendant si longtemps. C'est ce que je viens de dire, l'observateur fait partie du système observé-observant. Hyper important, puisque nos spiritualistes oublient cette base qui est essentielle, puisque dans la spiritualité, il s'agit de sortir de l'objet et du sujet. Déjà, lui, il rappelle que l'observateur fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Les parties de ce réseau, si l'on peut les appeler ainsi, sont simplement des formes relativement stables, ce qui permet de les observer. Les parties du réseau, ce qu'il appelle le champ quantique, il y a des moments stables qui te permettent une observation. Ce qui permet de les observer entre deux processus de transformation. Là, tu vois, on a la contradiction totale. Le mec, il dit, on va faire une spiritualité, donc sortir de l'objet et du sujet, mais heureusement, il y a des moments stables dans les processus de transformation où on va pouvoir les observer. Tu vois la contradiction? C'est-à-dire que quelqu'un qui est spirituel, il n'observe pas le monde, il est le monde. Quelqu'un qui est dans la spiritualité ne met plus une distance avec le monde, il est le monde.
est une Et partie. là, il est en train de te dire, on fait un réseau, heureusement que le réseau il est stable à certains moments, parce qu'on peut l'observer. Il met ça en conclusion, là j'ai envie de te dire, mais mon vieux, t'as plus rien compris. Parce que mais non seulement en tant que scientifique, il n'a rien compris de la spiritualité, mais nous-mêmes, dans les milieux énergétiques ou spirituels, quand on se revendique de la physique quantique, ça veut dire qu'on n'a même pas compris la physique quantique et la science en général, qui fait un objet et un sujet, et en plus, on se contredit nous-mêmes. Parce qu'on est en train de dire qu'il faut faire un avec le monde, mais en fait, on va l'observer. Et on va observer le monde scalaire, et on va observer les fantômes, et plus profondément, on va observer l'âme. Hein, si on parle, bon, c'est pas que je prends l'âme en particulier, mais ça revient à ça. Et on a eu quand même des articles, notamment anglo-saxons, où on recherche dans le cerveau où se trouve l'âme. Là, les bras m'en tombent, j'ai envie de te dire, bon, ben voilà, tu es découvert, en fait, tu es là pour faire de l'argent. Pour répondre à Marc, sur la raison, alors, la raison est comme tu l'as dit, c'est un outil. C'est un outil. Et aujourd'hui, de même, on a confondu le monde avec un chiffre, la loi avec le monde, on a confondu l'outil et la fin. L'outil, il va servir à philosopher, donc il va servir un temps à sortir de la raison elle-même, c'est-à-dire du contrôle. Si on a comme ambition l'amour, l'art, le lâcher-prise, la rencontre avec l'autre. La raison, à un moment, peut nous aider, mais à un moment, si tu ne lâches pas cet outil, si tu ne lâches pas le modèle, la rencontre ne se fera jamais. Je tiens à rajouter qu'aujourd'hui, cet outil-là, il est indispensable. Donc il faut bien comprendre que ce que je dis là, c'est une troisième voie. C'est-à-dire, je n'oppose pas la raison à la passion. Ça, c'est une erreur où on opposerait le spiritisme ou l'irrationnel. Non, non, non. Je rappelle juste que la raison, comme l'a très bien dit Marc, est un outil. Remettons-le à sa juste place. Et en plus, un outil réductionniste. D'analyse réductionniste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir. Voilà. Il faut le faire comme le physicien, le remettre à sa juste place. C'est un outil limité qui va nous servir. Et aujourd'hui, je vais même plus loin, qui est indispensable. C'est-à-dire que dans un monde qui est rationalisé à l'extrême, qui est protocolisé à l'extrême, il faut que tu connaisses ce monde qui a utilisé cet outil à outrance. Tu dois connaître cet outil. Mais il ne faut pas s'y complaire. Il faut penser qu'il est provisoire ou limité et qu'il est dans notre boîte. Ou hors de la vie, ou même hors de la vie. Oui, mais justement, là. Il est à la base hors de la vie, bien entendu. Mais dans cette vie protocolisée, dans ce labyrinthe rationnel, il nous faut cet outil pour connaître le labyrinthe. Même si ça n'est pas l'origine du labyrinthe, même si ça n'est pas la sortie du labyrinthe. Donc c'est ce que j'appelle la troisième voie. C'est-à-dire, n'est pas l'irrationnel contre l'irrationnel, la raison contre la... Non, 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 non. Il y a une troisième voie qui dit, moi j'appelle énergétique, que j'appelle humain, que j'appelle amour, que tu appelles de mille manières lâcher prise, etc. Mais cette troisième voie, qui est la voie de l'intelligence du cœur, entre guillemets, parce que l'intelligence, ça renvoie au mental, l'intelligence du collectif, comme on fait les gilets jaunes, qui rappelle que la raison est un outil et que la passion n'est pas non plus la voie de la sortie. Parce que la passion aussi peut être structurée de manière rationnelle. C'est ce que nous ont appris les psychanalystes. Et c'est la force des psy en général. C'est la force des psy. Ils nous ont rappelé que les rêves sont structurés comme un langage. Donc, ce qu'on appelle passion, il faudra aussi les réinterroger. Ça peut aussi être un cause. Donc la troisième voie, c'est quelque chose qui nous rappelle, qui n'est pas entre la passion et la raison, c'est pas ça. C'est l'en dehors, c'est l'ailleurs. C'est ce que tu appelles la connexion, qui n'exclut ni la passion, je veux dire l'émotion, qui n'exclut ni la raison, mais qui les remet à sa place. Je donne un exemple. Je veux dire, la rationalité, c'est tellement exagéré ce qui est en train de se passer que ma rationalité m'alarme d'autant plus, et peut-être trop d'ailleurs. Et effectivement, la difficulté, c'est de passer à un autre état, un état plus global, où on essaie de comprendre sans comprendre. C'est bien ça qui est difficile. Hein. Et effectivement, les relations, la fraternité, l'amour, comme tu dis, l'amitié, sont effectivement des moyens de reprendre possession du réel,
Parce qu'effectivement, avec ce qui se passe, c'est tellement rationnel, mais irrationnel. C'est-à-dire, ça se contredit tellement qu'effectivement, on ne sait plus où on en est. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, en manifestation, ça nous sert beaucoup, parce qu'on se retrouve en fraternité, en bienveillance. Tu as raison. Et d'ailleurs, il y a deux choses que tu dis qui sont importantes sur lesquelles j'aimerais rebondir. Tu parles en effet, tu parles d'une rationalité, comprendre, tu as dit quelque chose comme ça. Il faut comprendre, il faut le comprendre de manière totale. Ça, c'est vrai. Déjà, même au niveau de la rationalité, donc je dirais, c'était l'objet de l'article dans Sapiens, numéro, je ne sais plus combien, il faut même au niveau de la raison, tu vois, j'irai même plus loin. Même au niveau de la raison, il faut qu'on retrouve la force de la, tu vois, ce que j'ai envie de dire, tellement on est tombé bas. Il faut même qu'on retrouve la force de la raison des humanistes, pas du 18e, du 16e, ou des présocratiques. Il faut aller là. C'est-à-dire où là, ils avaient même une rationalité ouverte, où la Chine énergétique traditionnelle, pas communiste, ils avaient une rationalité holistique, c'est ce qu'on appelle holistique, holos, ouverte. Voilà. De tout. Même au point de vue de la rationalité, on est tombé bien bas. Et là, je parle en tant qu'énergéticien, qui ne se pose pas en tant que rationaliste, parce que vous avez compris que je suis rationaliste pour un bout du chemin, parce que je fais appel à autre chose. Mais même dans cette rationalité, j'observe une médiocrité, une stupidité due au séquençage des rationalités entre elles. Et alors conflits qui sont tombés bas. Tu as le conflit essentiel, le conflit évolutif. Et la science, tu l'as rappelé au début, c'est comme ça qu'elle a évolué. Mais aujourd'hui, on n'en est même plus. On a des récupérations ridicules, des guerres de territoire, et puis un quantifiable. C'est-à-dire que même les sciences humaines, aujourd'hui, les sciences dures, de pouvoir essayer de les soumettre à ce qu'il y a de plus bête dans la raison. Donc, par l'argent. Par l'argent, bien sûr, et puis par le contrôle. Donc, un chiffre, les sciences humaines sont ouvertes de par leur matériel. Hein, c'est ce que je disais, des maths à la science humaine en passant par la biologie et l'économie. Comme on a une matière première beaucoup plus, qui échappe beaucoup plus à la science. De fait, la biologie est plus ouverte et la science humaine bien faite est plus ouverte que les mathématiques. Oui, enfin c'est ouvert, mais il y a des abus. Hein. Enfin, bon. Il y a plein d'abus, et puis surtout, il y a cette quantification qui... Oui, non, c'est pseudo-mathématique. Voilà, c'est repris pour le pouvoir. Mais, du coup, il faut réouvrir, il faut retrouver l'aspect holistique de la raison, mais je ne dis même pas de la science, de la raison générale. Il faut retrouver cette force-là, et ne plus se cantonner dans des domaines d'experts, donc retrouver la force des présocratiques et des humanistes du XVIe siècle, hein, qui faisaient tout. Il faut arrêter avec le discours de la complexité. De nous dire non, c'est compliqué. Ben non, ils l'ont fait au XVIe, ils l'ont fait avant Socrate, on peut tout à fait le refaire. C'est juste ouvrir notre esprit. Et la deuxième chose que tu dis, Marc, tu parlais d'amitié, en effet. Amour, amitié, etc. Ça vient de anima, âme, animus, ce qui anime. On revient aux choses du mouvement. Et au bout du compte, si on devait aller en profondeur, qu'est-ce qui est beaucoup plus profond que ces histoires de raison? C'est un peu le mouvement. Qu'est-ce qui va faire que les êtres humains vont se réunir? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont agir différemment, qu'ils vont espérer différemment, qu'ils vont répéter différemment? C'est le mouvement. Ce que tu appelles l'âme, c'est l'amitié. Quand on s'est rejoint sur des ronds-points, on n'a pas réfléchi. On nous a fait croire qu'il y avait des trucs de survie, évidemment. Mais il y a eu quelque chose que j'appelle indomptable. Il y a eu un mouvement qui a fait peur au pouvoir. Évidemment, ce n'est pas nos revendications sur les taxes. C'est ce mouvement-là. Et on ne le dit pas assez. On est encore là à parler, à chipoter sur de l'économie ou du pouvoir d'achat. Mais non, c'est venu de quelque chose de beaucoup plus profond. On n'en pouvait plus de la vie qu'on mène, y compris les charges économiques. Mais c'est ce qui a surgi, qui nous a réunis, et on l'a vu dans les ronds-points, dans les assemblées, et l'amitié et l'amour qui est né de là, qui nous a complètement dépassés, c'est ce mouvement indomptable. Donc il faut arrêter.
de ramener l'économie à de l'économie de bout de chandelle capitaliste. Il faut revenir à un mouvement indomptable. Et de là, parler de réinventer une économie. Réinventer le système, y compris le système politique. Et je dirais, avant même d'inventer un système, il faut se reconnecter. Écoute bien, Marc, se reconnecter à un indomptable qui n'est pas un système. Avant, il arriver les gens en disant j'ai un modèle qui de toute manière en 2 minutes sera changé. Il faut revenir, il faut quand même se dire il faut faire le pas du non-modèle. Je n'ai plus de modèle, je n'ai plus de protocole, je n'ai rien à te proposer. On se rencontre et on voit ce qui se passe. Mais là, tu as la peur qui va arriver et on va dire, et je le vois tout le temps, non, mais attention, ça va être la loi de la jungle. Moi, je réponds toujours, ah ouais, parce que pour toi, on n'est pas dans une jungle là. Parce que pour toi, tu ne trouves pas qu'on est dans la jungle des protocoles, et dans la jungle de tous, enfin, chacun pour soi. On n'est pas. Les camps de concentration, ce n'était pas une jungle industrialisée. Qu'est-ce que c'est que cette manière de considérer l'énergie et le mouvement comme dangereux? Mais là, regarde ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Au nom du protocole, au nom de la maîtrise, on a vécu la pire jungle qu'on puisse imaginer. On est mis la Terre, et nous-mêmes, depuis 200 ans, dans la pire jungle qu'on puisse imaginer. Ce que disent les présocratiques et la théogonie d'Hésiode, c'est très intéressant le début de la théogonie d'Hésiode, de la Bible. Tu t'aperçois qu'il y a la physique quantique. Quand il te dit il y a un monde avant qu'on se mette à l'observer qu'on ne connaît pas. Et personne ne dit que ce monde-là, c'est un monde de chaos et de jungle. Personne ne le dit. C'est un monde qui existe sans nous et qui existe avec, on ne peut pas dire des lois, mais qui existe avec ce que les Grecs appelaient l'harmonie, qui existe avec une sorte de... Oui, une synergie. Quand la Bible, quand Dieu arrive et dit qu'il remet il arrive et par son souffle, Roar, il met l'ordre. Il met l'ordre dans le Tohu Vabohu. Mais ça, c'est un problème. Parce que le Tohu Vabohu, qui veut dire le sens sans dessus-dessous, en fait, on ne sait pas ce qu'il y avait avant l'arrivée de Dieu, avant l'arrivée du souffle de Dieu. Quand la physique quantique arrive, et pourtant c'est nommé, il y avait un monde avant. Mais qui te dit que c'était le bordel absolu Qui te dit donc que l'Armia, la Korah, c'était le bordel absolu? Quand la physique quantique te dit, avant qu'on arrive et qu'on fait la réduction de paquets d'ondes, c'était le bordel absolu. Ah non, ça n'était pas le bordel absolu. Quand la théogonie d'Hésiode te dit, avant que n'arrive Gaïa, Uranos, et que les Chronos, bon, et toute la généalogie, il y avait des sortes de nymphes, il y avait des vallées. Il le décrit un peu ce monde-là. C'est un monde merveilleux. Je ne dis pas que c'est le paradis sur Terre, puisqu'il y aura toujours des tensions dans la vie. Il ne faut pas commencer à idéaliser. Ce que je veux dire, c'est que l'arrivée mythique ou l'arrivée rationnelle ou l'arrivée projective de la loi de la jungle, ce sont en effet que des projections de terreur. Et la première chose à dire, c'est de dire non. Quand tu lâches prise sur le contrôle, la domination, tu vas rencontrer un monde extraordinaire, qui n'est pas le paradis des petits oiseaux, mais tu vas rencontrer un monde extraordinaire de rencontres. Il y a ce sujet, cette croyance, là je vais venir sur quelque chose de plus quotidien, et ça vient aussi du cinéma. On a fait croire qu'une foule, quand on l'a face à une catastrophe, elle devenait folle, que la foule s'autodétruisait, que les gens se piétinaient. En réalité, la foule, si elle a la bonne information, et d'ailleurs même la RATP qui a étudié ça, est tout à fait capable d'avoir une intelligence de personnes entre elles qui sont dans une relation, une espèce d'unité qui fait qu'elle arrive à sortir face à, je ne sais pas moi, un écroulement, une bombe, quoi que ce soit. Et qu'on fait croire aux gens qu'en réalité, la foule devient folle. Elle devient folle quand on lui donne des mauvaises informations, quand on lui donne des informations contradictoires, ou quand on le laisse sans information. Mais la réalité, c'est que la foule est intelligente. Alors, ça c'est vrai, mais je mettrai pas, j'accentuerai pas sur l'information. Parce que l'information, ça veut encore dire quelqu'un qui va te donner l'information et qu'elle dépend d'une information. En fait, moi, j'ai vécu des moments
je ne suis pas le seul, hein, beaucoup d'expériences de guerre te le diront, des moments éperdus dans les banlieues à Saint-Denis, dans les favelas, plein de choses comme ça, de moments critiques. Moi-même et d'autres gens, naturellement, on va aider les gens. On n'a même pas besoin d'informations. C'est spontané. Tu as quelqu'un qui se trouve là, sans raconter d'expériences particulières, mais encore qu'il faudrait. Je me souviens de Baston à Saint-Denis, la plaine Saint-Denis. Donc je t'explique pas, j'ai vécu 10 ans là-bas. Vraiment, le gang cocaïne et les premières arrivées immigration directes de l'aéroport où ils ne savent pas où loger, qui sont à 5, 6, 7, 8. C'est assez intéressant parce qu'en plus, tu vis les mouvements, notamment dans le Maghreb, de ce qui se passe là-bas en fonction des heures. Bref, je vivais là-dedans et il y avait un petit boui-boui, une épicerie. Ils vendaient des trucs et ben, c'était super mal famé. Et puis, il y avait toujours des conflits, mais un jour, le conflit était particulièrement venimeux. Donc, j'arrive, les gens s'engueulent et ça se finit à la barre de fer. Donc, il ravage l'épicerie, il commence à se taper dessus, donc t'as le sang qui gicle, et puis je vois que un mec qui vise le crâne de l'autre, je ne me suis pas posé la question qui avait raison, qui n'avait pas raison. J'ai arrêté le mec, je l'ai mis de côté, j'ai appelé des gens au secours derrière, et ça a évité que le mec se fasse défoncer le crâne. Peut-être c'était un salaud, moi j'en sais rien, ils avaient des affaires de drogue que je ne connaissais pas. En fait, ce genre de choses, je l'ai vu 1000 fois. On n'a pas besoin de bonne information, t'arrives, tu aides ton prochain. Mais c'était pas tout à fait ça. C'était, par exemple, tu te retrouves dans le métro. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Quand le conducteur va te dire « Ne vous inquiétez pas » ou « Non, faut pas qu'il dise « Ne vous inquiétez pas ». Mesdames, messieurs, nous vous informons que nous sommes amenés à faire une pause. Il y a quelque chose sur les rails. C'est ce genre d'information. Donc, les gens vont attendre parce qu'on leur a dit clairement qu'il y a quelque chose sur les rails. Ils ne savent pas combien de temps, mais ils ne se retrouvent pas dans une situation où il y a un arrêt, et puis chacun va se dire « Oh merde, je vais arriver en retard à mon boulot. Oh là là, je vais pas pu aller chercher mon enfant qui est à la crèche ou qui m'attend et tout. » Donc, c'est l'information simple qui permet d'envisager ce qui est en train de se passer. En fait, ce que je vous expliquais, c'est que la RATP était sortie de l'idée, enfin en tout cas par rapport à cette expérience, que il fallait laisser les gens lambiner comme ça dans ce genre de problématique, ou alors il fallait leur donner des informations toutes les secondes. Non, une seule information claire, précise, on a arrêté parce qu'on a quelque chose sur les rails. Et cette seule information permet aux gens de devenir dans un rapport d'intelligence et d'être dans une connexion entre chaque personne. Puisque ce qui est intéressant aussi, c'est la capacité non seulement à se relier par rapport au questionnement, mais se relier entre chacun. Hein, c'est quand même ça, c'est se relier au mouvement d'humeur de chacun. Il y a autre chose que je voulais rajouter aussi, c'est que finalement, l'énergétique, enfin cette idée d'être dans la conscience de soi, c'est peut-être aussi, ça démarre peut-être par une réconciliation avec soi-même. Alors j'adore ton exemple de métro. J'adore parce que je l'ai vécu plein de fois ce truc et j'ai vu l'évolution de la RATP. Mais encore une fois, le problème de l'information, c'est que la personne qui te donne l'information, elle te donne l'information qu'elle veut. Donc elle peut te dire si des problèmes. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà, c'est tout le problème entre l'information et la spontanéité. Quand tu donnes une information, tu vas la réfléchir et tu ne seras pas dans ta spontanéité. Et en plus, l'information, elle dépend du tiers, qui peut te donner une mauvaise, qui peut te donner la moitié, etc., etc. Dans le truc du métro, pour reprendre cet exemple que je trouve hyper intéressant parce que j'ai eu des fausses informations, notamment dans le métro, où ils disaient oui, il y a des on a vu notamment des informations qui donnaient par rapport aux manifestations. Ils disaient à cause de manifestations, des informations de merde. Ou bien ils disaient des problèmes techniques, des machins, alors qu'ils avaient des retards parce qu'il n'y avait plus de train ou des grèves. Donc il y avait aussi plein de fausses informations. Donc ils tenaient ça dans tous les sens. Non, en revanche, ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un s'effondre dans le métro. Je n'attends pas l'information, aidez votre prochain. Je vais l'aider. En revanche, quand on a eu, ça a été incroyable,
lors des confinements et tout ça, je ne mettais pas de masque dans le métro. Et à un moment, il y a une vieille qui se trouve mal, en masque, machin. Personne n'ose l'aider parce qu'il fallait toucher personne. Moi, je vais vers elle. Et elle me voit sans masque, elle rentre en panique, elle me dit non, 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 et elle s'écroule. Voilà le problème de l'information. Là, on a vraiment le conflit schizophrène entre on nous a donné des informations et puis l'élan spontané du mec ou de la nana, on s'en fout qui y va, et puis l'information du bourrage de crâne, peut-être vrai, admettons même que ce soit vrai, a fait que la nana, elle a préféré tomber par terre que d'avoir une. Ça, je l'ai vécu 2 fois. Une fois avec une vieille dame et une fois avec un vieux monsieur qui descendait les escaliers, encore une fois dans le métro. Incroyable. Ça veut bien dire que l'histoire du masque, c'est toucher à la peur de mourir. Et la peur de mourir, c'est ça qui est étonnant, c'est quand tu as des personnes de 80 ans qui arrivent à leur fin de vie, ce qui est naturel. Moi, je n'ai pas peur de cela. J'espère y arriver. Ça voudrait dire que je verrai la conclusion de tout ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Pourquoi les gens qui sont en fin de vie ont plus peur de mourir que d'autres? C'est étonnant. Mais ils sont plus à en venir, c'est plus proche d'eux, donc ils sont en situation de fragilité, même physique. Et donc ils ont besoin en effet d'aide. C'est là où normalement la communauté doit aider. Déjà la famille. Mais là, ils ont perdu tout instinct de vie. C'est-à-dire que tu vas les aider comme ça naturellement, et putain, la dame a choisi de tomber par terre, de se fracasser les bras. Donc, parce qu'elle a eu une information, qu'elle est en train de penser, oh là là là, toucher, masque, jeune homme, non, rien, tu peux, elle crève. Elle est tout juste tombée. Mais c'est pas les informations, c'est la propagande qui a été. Non, c'est ce que je veux dire entre la différence entre information et spontanéité. C'est sur ça que je veux insister. Et la physique quantique, là où dans l'énergétique, le système d'information est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, toute l'usurpation qu'on a dans nos pratiques énergétiques, elles se font autour de l'information. Le terme central aujourd'hui, c'est l'information. Et donc, on nous dit, aujourd'hui, tu as ce qui est important, c'est l'information qui va te donner l'énergie. Notamment l'énergie de la physique quantique, puisque ça s'est joué, l'information, c'est par la lumière, la vitesse de la lumière, et qu'on a imaginé, c'est important, et qu'on a imaginé qu'il y avait une vitesse plus rapide que la lumière en fonction du principe de non-localité. C'est là qu'il y a eu après beaucoup de spéculations. Et que là, on a imaginé dans nos pratiques une onde qui soit plus rapide que celle de la lumière. Ce qui est pas, pour l'instant, ce qui est improuvable, de toute manière, parce que la vitesse de la matière, c'est mieux. Donc, on est allé sur les théories de l'information. Et donc, la théorie de l'information, le problème de la théorie de l'information, c'est que ça suppose un émetteur et un récepteur. Donc, on est encore dans un rapport de dualité. Alors que ce dont je parle là, c'est qu'il faut un rapport direct avec ta réalité. Pas seulement la vieille dame que je vais aider, mais pour revenir à ta question de soi à soi. C'est-à-dire le rapport à soi-même. Est-ce que dans son corps, on va avoir un rapport d'information ou on va avoir un rapport de présence? Quand je suis allé de présence, bien entendu, quand je suis allé vers cette dame, quand je suis allé aider ces gens-là qui se battaient, j'ai eu un rapport de présence. Je me suis dit, oh putain, merde, qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Je me suis pas dit, tiens, je peux décortiquer l'information, réfléchir, ça aurait été foutu. C'est pareil avec soi-même. Mais là, ça va très, 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 très loin. Ta question, c'est parce que, est-ce que quand tu vas recevoir ton émotion, est-ce que ton émotion, tu vas la recevoir, la laisser agir, la laisser se transformer, ou bien est-ce que tu vas la recevoir, l'analyser, la gérer, et ensuite la distribuer? Là, on est dans 2 choses différentes. Je peux donner aussi un exemple. La société actuelle va te dire attention à l'émotion,
tu vas la recevoir, tu vas l'analyser, tu vas la gérer, puis tu vas la distribuer. Et on pense que ça va amener de la paix. Mais avec soi-même, ça n'amène aucune paix. Et les gens que je reçois, les burn-out, j'ai fait un spectacle sur le burn-out il y a 4 ans. J'avais étudié ça avec l'aide de psychologues. Je l'avais vu moi-même. Le gros problème, c'est que le rapport à soi, il est sous haut contrôle, rationnel. Voilà. Il est sous haut contrôle. Donc il est sous haute tension. Il y a un sentiment de faute. Absolument. Je peux donner un exemple. Est-ce que je peux donner un exemple aussi, un témoignage dans le métro, hein? Là, tout à l'heure, tu as sorti une information comme quoi l'homme est naturellement bon. Je ne suis pas certain. Au contraire. Non, j'ai jamais dit que l'homme était bon. Hein. Bon, d'accord, naturellement. Okay. Ah non, je pense c'est bon, il fallait que je soulève cette. Ah d'accord. Hein, parce que bon, moi, j'ai recherché comment ça se fait qu'il y ait autant. Comment dire, de manipulation de nos politiciens ou politiciens, comme tu veux. Et donc, j'ai recherché un petit peu, j'ai fait des recherches sur la nature humaine, et on va dire, l'esclavage, ça existait, hein, sous du temps des philosophes, hein, présocratiques, ça existait, n'est-ce pas? Donc, l'homme naturellement bon, l'homme est bien capable de voir qu'à côté, une tribu est capable de voir qu'une tribu à côté est beaucoup plus heureuse que. Donc, ils vont attaquer la tribu, tuer les hommes et faire des hommes et des femmes et des enfants des esclaves. Donc, l'homme naturellement bon, pas trop. Mais revenons, je reviens sur un exemple. Bon, moi aussi, je ne portais pas de masque pendant les histoires, là, et j'avais remarqué qu'il y avait 3 contrôleurs, une contrôleuse et 2 contrôleurs, qui n'arrêtaient pas d'embêter une femme parce que son gamin de 8 ans ne portait pas de masque. Et cette femme était en train de pleurer. Moi, je ne portais pas de masque. Je suis intervenu avec une certaine autorité, on va dire. Je dis, vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais vous vous rendez compte, etc. Je leur ai foutu la honte. Ils sont sortis. Bon, parce que je suis allé fort. Eh bien, je n'ai pas eu de soutien des autres gens de la rame. Et quand ils sont sortis, puis la femme pleurait, je l'ai prise dans mes bras. Donc, il y a des altruistes comme toi, Tristan, et il y en a, ils n'en ont rien à faire des autres. Tu vois? Oui. Et pour répondre aussi à la question de Laurence, bon, j'ai eu à gérer des manifestations, notamment celle de Péronne, où il y avait beaucoup de monde. La première chose à laquelle je faisais attention, c'est qu'il n'y ait pas de panique qui s'installe. Donc il a fallu que moi je sois dans le contrôle de cette foule, donc en faisant preuve d'autorité. Parce que je sentais qu'il y a des endroits où il y a des gens qui faisaient n'importe quoi et qu'il pouvait y avoir une panique qui s'installe, notamment du fait de la police. Donc effectivement, le fait qu'une foule, ça peut partir en cacahuète, si j'ose dire, pour rester poli. Enfin, moi, j'ai cette peur, en tout cas. Alors, sur l'homme naturellement bon, non, ça, j'ai jamais pensé que l'homme était naturellement bon. Et d'ailleurs, le bon et mauvais, c'est déjà des catégories beaucoup trop avancées par rapport à ce dont je parle. Oui. Voilà, moi, je parle de être connecté à son mouvement, à sa spontanéité. Je ne suis pas du tout dans quelque chose de moralisateur, et même la violence, le combat, le conflit, pas seulement de l'homme, mais de la nature. On ne va pas idéaliser la nature. Donc, la troisième voie dont je parle, ce n'est pas la dramatisation de la nature, l'homme est un loup pour l'homme et c'est la jungle, non. Ce n'est pas non plus une idéalisation de la nature. C'est juste que pour se sentir vivre, il faut se connecter à ce mouvement. Et ce mouvement, il peut t'indiquer aussi des actes violents, même aller tuer une bête pour manger, aussi simple que ça, ou même sans tuer une bête, même manger, ton activité chimique, elle détruit. Donc il n'y a pas déjà bon ou pas bon, c'est beaucoup trop avancé dans la morale par rapport à ce que je dis. Oui. C'est beaucoup plus basique. Voilà. Par rapport à la gestion des foules, alors là, on est dans quelque chose, encore une fois, c'est comme le métro. C'est-à-dire, on est devant des gens qui sont informés d'une certaine manière et qui ont des outputs, qui ont des
les informations, on va dire, Des signaux. viennent de partout. Donc, on est dans un moment, en fait, déjà hyper formé, hyper rationalisé. Rationalisé parce qu'on sait qu'il y a la police, parce qu'on a fait une déclaration à la préfecture ou pas, parce qu'on est pour une cause particulière, parce qu'on nous a mis physiquement d'une certaine manière, avec un certain climat. Donc, en fait, il n'y a plus rien de naturel là-dedans. On est dans un milieu urbain protocolisé à mort. Déconnecté. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Organisé. Qui dit protocolisé, dit déconnecté et réorganisé en fonction du protocole. Donc tu as affaire à des êtres, on les connaît puisqu'on est du même bord, on a affaire à des êtres qui sont eux-mêmes déconnectés. Donc, là tu parles de ce genre de manifestation, qui ne savent pas ce que c'est qu'une manifestation, qui ont peur de la police, qui sont mis en danger par le gouvernement, qui ont l'habitude des collectifs, etc., etc. Ça veut dire que tu fais boum, c'est la panique. Donc ça va être des styles de groupes qui vont rentrer en panique très facilement. Moi, j'ai rencontré d'autres groupes. Dans les favelas, qui ne sont pourtant pas organisés, où il y avait des descentes dans les supermarchés, parce qu'il n'y avait pas d'à manger, je peux te dire que tu avais la police et les tanks, ça s'organisait en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Et crois-moi que ce n'était pas un vol de papillon comme on a à Paris. Bon, voilà. Ils ont réussi à passer outre les forces de l'ordre. Ah, mais complètement, c'était la panique, les forces de l'ordre. C'était la panique, d'ailleurs, ils avaient l'habitude. Ils ont mis la panique dans les forces de l'ordre. Ouais, et puis à la fin, ce qui est quand même pas mal. Carrément. Et même, j'ai envie, à la fin, les forces de l'ordre, ils se mettent de côté puis ils regardent. Hein. Ouais. Ils regardent. De toute façon, ils savent que c'est des descentes régulières et qu'ils ne peuvent rien faire. D'accord. Okay. C'est le sens de l'improvisation, alors c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est plus que ça. C'est qu'en fait, c'est toute une vie. Bien sûr, il y a le sens de l'improvisation, tu as raison. C'est toute une vie qui est organisée différemment. C'est plus tout à fait les mêmes. C'est plus les mêmes référents. Il y a aussi cette capacité qui d'ailleurs a été énormément diminuée avec le Covid où ont été dépossédés. Il y a cette capacité à sentir ce qui est. Tout en oui, le sentir, mais dans l'instant. Et ce juge qu'ont intégré les gens d'être toujours dans un rapport de guerre avec eux-mêmes, ça fait blocage. Je ressens quelque chose. Ah mais non, ça doit pas être bon. Ça doit pas être ça. Je me trompe. Ou si je le fais, je vais gêner. Alors que la capacité à sentir ce qui est nous donne l'autorisation, peut-être de nous tromper, mais nous donne l'autorisation à faire. En fait, on dépossède les gens à l'action. Tu as raison. Et là, tu viens de dire ce qu'on appelle le jugement intérieur, le flic intérieur, etc. En fait, tu viens de nommer l'instance psychologique de la rationalité, que j'appelle la rationalité, c'est-à-dire la déconnexion objet-sujet. C'est l'instance psychologique, ce sera le jugement de soi. Pourquoi? Parce que tu t'es scindé en deux. Tu t'es scindé en toi et un autre toi qui va te juger. Et rien que cette scission, énergétiquement parlant, elle te ralentit sur tous les plans. Après, avec toutes les nuances psychologiques, de la culpabilité, de la performance, de l'idéal de l'erreur, non autorisée, de l'autorisation, de la validation, de la légitimité, etc., etc. Et là, on va sur le terrain de la psychologie, de la psychanalyse, bon, qui est en départ de la scission que j'appelle rationnelle, que j'appelle, les philosophes ont même appelé comme ça, et de la scission. Là tu parles en effet du côté psychologique qui va gérer nos émotions, et nous ralentir jusqu'au suicide. T'en peux plus, t'es jugé, t'en peux plus. Tu vois, chez les jeunes, je fais mal, je suis une merde, je fais mal. Ou je suis quelqu'un de bien si je gagne tant, ou je suis quelqu'un de bien si je possède tant.
Voilà. Tu as l'autre côté, en fait, que je vois aussi, et je suis ultra performant. Tout le monde dit que je suis performant, c'est magnifique, et j'ai plein d'argent, mais comme on disait au début de l'émission, en fait, ils se sont réduits eux-mêmes, leurs émotions. Ça, c'est tellement important de le dire aux gens. Il ne faut pas idéaliser ces gens qui possèdent beaucoup, parce qu'ils se sont réduits. Je les connais, je les vois. C'est vraiment ce que je pense, justement, ce qu'on appelle les leur champ émotif, leur champ de mouvement, leur champ énergétique s'est réduit. Ils se sont appauvris. C'est vraiment ce que je pense. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens même. Ah, je peux faire une contradiction. Avec grand plaisir. Dans le cadre de mon auto-formation, on va dire, je ne suis pas là pour parler trop de moi, la médiation, j'ai appris à utiliser, enfin, j'aime pas le mot utiliser, mais à concevoir, à assimiler l'analyse transactionnelle. Alors effectivement, il y a parents, adultes, enfants. Le parent, c'est quand on fait attention, c'est le domaine des lois, on fait attention. Adulte, on raisonne, et enfant, c'est comme les caprices d'enfant, mais c'est aussi la joie de vivre, etc. Et si on reste pas les trois états, les trois états du moi, on dit, il ne faut pas les figer. C'est quand on les fige que ça ne va pas. Il faut au contraire que ça circule entre ces trois états. Est-ce que je réduis trop là, Tristan? Non, j'aime beaucoup comme tu dis, c'est ce que j'en parle souvent. C'est-à-dire, je vais juste rajouter une petite chose. En effet, dans le monde actuel, c'est pour ça que je suis quelqu'un profondément rééliste, ça n'existe pas, mais proche du réel. Ouais. En effet, dans le monde actuel, on ne peut pas se permettre d'être un enfant. Parce qu'il y a les lois, il y a des lois répressives, il y a une bureaucratie, il y a une administration. Si tu ne la connais pas bien, si tu ne connais pas même la géopolitique, comme on disait, si la raison, tu ne la connais pas dans son envergure, tu te manques des moyens de t'orienter dans ce monde fou. Donc, en effet, la raison, l'adulte, on l'appelle comme on veut, il est nécessaire. Oui. L'enfant, il est nécessaire parce que c'est lui qui est le garant du mouvement. Mais c'est là où c'est le garant du, j'ai pas entendu là, le garant mouvement. du C'est mouvement. le garant du mouvement. Voilà. C'est-à-dire, c'est celui qui a encore cette énergie indomptable, qui va mettre le mouvement dans la vie, qui va mettre ce que je disais, la vie, l'instinct de survie, l'âme, l'art, absolument. C'est l'enfant. Sauf que il faut que. Alors, écoute bien parce que. C'est difficile là. L'adulte doit être au service de l'enfant. L'adulte nourricier. C'est comme la raison doit être au service du mouvement, pas de la passion. On a compris que la passion est déjà structurée de manière rationnelle. Tout comme la raison doit être au service du mouvement, l'adulte doit être au service de l'enfant. Et là, je ne dis pas au niveau éducatif. Je ne dis pas qu'il faut faire l'éducation positive et céder à tous les caprices de l'enfant. Surtout pas. Voilà, je sais qu'il faut toujours au service de l'enfant en tant que mouvement, et pas l'enfant en tant que futur capricieux d'objet de consommation ou futur manipulateur, papa contre maman, tu vois, tout ce genre de choses. Parce que ça, c'est déjà l'adulte. Celui qui pense, l'enfant qui commence à calculer ses biens de consommation ou ses relations affectives, puis on le voit avec nos enfants, c'est déjà un adulte. Donc là, le chantage affectif. Avec le chantage affectif. Comment ? Avec le chantage affectif, c'est ça. C'est ça, c'est le chantage affectif. Il a déjà séparé, maman, papa, je veux finir. Il est dans son calcul. Déjà. Il faut opposer à l'adulte chez l'enfant, notre enfant à son adulte. Bon, tu vois, il y aurait des. Faut repenser ces choses-là. Et voilà, donc je renverse un peu les choses. Parce que j'ai un autre exemple concret. Bon, en ce moment, les enfants s'amusent beaucoup avec les trottinettes. Hein, et les parents sont heureux de voir l'enfant heureux. Mais attends, il ne s'est pas arrêté, il traverse alors qu'il y a une bagnole. Et les parents sont à 200 mètres. 2 fois, ça m'est arrivé, ça. Je peux te dire, j'ai engueulé les parents.
Très bien. Ça, c'est parce qu'il manque deux choses. Oui. Il manque, la relation rationnelle au réel. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es dans une ville, il y a des routes avec des objets mécaniques très dangereux. Donc, tu ne peux pas perdre. C'est toujours ça, tu ne peux pas perdre cette relation rationnelle. Ben oui. Et là, voilà. Donc ça, c'est toujours ce que je dis. Il faut avoir la raison dans toute son envergure. La deuxième chose qu'ils ont perdue, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire que quand tu as un objet, quel qu'il soit, qui arrive de loin vers toi ou ton enfant, que tu n'es pas connecté à ton environnement, donc tu es déconnecté à ton instinct de survie, donc tu ne vois pas, là ça peut être une voiture ou autre chose, tu ne vois pas un bolide ou une information qui arrive, tu as perdu ta connexion directe à ton environnement, c'est le mouvement primordial, tu es foutu. Il faut avoir les deux, sachant que il faut que l'objet rationnel soit toujours au service du mouvement. C'est ce qu'on a perdu. Et c'est très difficile à faire entendre, Marc, parce que quand j'ai ce discours-là, les gens, il faut prendre du temps pour leur dire attention, je n'oppose pas la raison au mouvement, ou je n'oppose pas le mouvement et la raison à la passion, etc. etc. Alors, il faut beaucoup de temps, de démonstration comme on vient de faire ce soir, pour faire comprendre que c'est une autre manière de penser, qui n'est pas dans une opposition rationnelle, irrationnelle et toutes ces choses-là. Mais c'est une pensée évolutive qui intègre la raison et la passion, mais à partir du mouvement. Il faut beaucoup de temps pour que notre imaginaire se défasse de ces trucs un peu binaires. Oui, c'est ça. Un peu beaucoup binaire. Mais ça vaut le coup. Surtout pas. Alors moi, je me suis interrogé un peu sur mon rôle. Pardon, je te coupe, Laurence. Vas-y, pose la question, Laurence. En fait, là, on parle beaucoup de notions et c'est très intéressant, évidemment. Moi, ce que je voudrais revenir, c'est aussi dans ta pratique particulière d'énergéticien sur comment ça se passe. Moi, je veux voir, je suis convaincue, là, je viens de t'écouter, je viens de nous écouter interagir avec toute cette possible évolution, de sortir justement du dompté, de l'emprise. Je viens de voir comment ça se passe, un travail avec un énergéticien, avec toi spécifiquement. Est-ce que l'évolution, elle peut être linéaire de la personne qui va se libérer de certains blocages voilà, comment ça se passe quand on vient voir un énergéticien, je vais y arriver. Voilà, on sait maintenant à peu près les lignes de ce qui se passe quand on va voir un psychologue, quand on va voir un psychanalyste. Qu'est-ce qui est préférable? Pourquoi on va voir plus un énergéticien? Est-ce que l'énergéticien va plus retravailler sur la base, l'art de vivre de base? Est-ce que c'est pas ce qui est préférable? Donc, tu parlais de burn-out tout à l'heure, plutôt que d'aller un peu plus presque sur un intellectualisme avec la psychanalyse ou peut-être un voyage un peu trop fouillé dans le passé qui peut-être ne donnera pas plus des explications mais ne donnera pas les bonnes réponses, ou la psychologie qui va, au jour d'aujourd'hui en tout cas, qui est devenue quand même très protocolaire. Alors là, ça mériterait une autre émission. Mais je peux répondre quelques points. La psychologie est malheureusement devenue très protocolaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, c'est sous l'influence du comportementalisme et sous l'influence anglo-saxonne. Behaviorisme. Voilà. La psychanalyse, elle aussi évolue. Alors, dans l'énergétique, j'estime, et tout le monde est d'accord avec moi, que la psychanalyse est un apport extraordinaire. Parce que c'est personnellement un des meilleurs outils que j'ai trouvé pour justement un des meilleurs outils rationnels de ce que Freud appelait l'appareil psychique. Donc, pour moi, quand je forme mes énergéticiens, je leur dis, on ne va pas pouvoir se passer d'une lecture de certains psychanalystes, en tout cas de la connaissance de l'appareil psychique, tout comme connaître la rue dans laquelle on est. Voilà, et comment est fait la voiture. Mais la voiture n'est pas le monde, et le monde n'est pas une voiture. Maintenant, l'évolution de la psychanalyse, je l'ai aussi moi-même vue, c'est-à-dire entre l'engagement des psychanalystes entre les deux guerres
donc la naissance de la psychanalyse. Un engagement révolutionnaire, contestataire, passionnant. Et aujourd'hui, le milieu petit bourgeois de la psychanalyse est ridicule. Évidemment, moi, c'est le jour et la nuit. Donc, quand je parle de psychanalyse, je ne parle pas des pauvres gens qui font de la psychanalyse sur leur divan et qui n'ont rien compris à rien de ce qui se passe et qui sont en totale rupture avec leur propre histoire. Et là, on revient à la critique de la rationalité. On est tombé bien bas dans les tenants de la rationalité. En énergétique, du coup, pour moi, l'appareil psychique, la connaissance psychique, elle est extrêmement importante. Je veux dire par là que ça reste toujours important d'aller voir un psychologue, un psychanalyste, et c'est à chacun d'en juger. Je ne suis pas là pour dire ce que les gens doivent faire. Je sais que quand on va voir un énergéticien, il y a quelque chose que les gens vont voir, c'est le corps. Ils sentent que ils sentent que la mentalisation ne leur suffit plus ou bien est un obstacle. Ils viennent nous voir parce qu'en effet, on n'est pas la mentalisation pour nous n'est pas le cœur de notre sujet. Il fait partie de notre sujet, mais il n'est pas le cœur. Et je finirai sur ça. Après, je vais aller manger. Je vous propose. En revanche, pour le corps. Voilà. Et là, ce qui est très important, et je pense que même les psychanalystes seront d'accord avec moi, quand quelqu'un vient, on doit vraiment le prendre là où il est. Surtout l'énergétique. Parce que l'énergétique, c'est extrêmement puissant. C'est la puissance du corps. C'est la puissance de l'énergie universelle. Donc, quand quelqu'un vient de ce monde-là, il faut absolument le suivre pas à pas. On ne peut pas se permettre de réveiller des énergies trop brutalement. On ne peut pas se permettre d'aller vite. Sauf si la personne est préparée ou dans sa vie, tout à coup, à des accélérations. C'est vraiment, en fin de compte, dans l'énergétique, on doit suivre la personne. En fait, on est des suiveurs. On sait que la personne est là pour se connecte à son énergie, et là, on doit écouter. Ça, c'est vraiment une base que j'essaye d'enseigner, et qui est de l'art. Là, on est dans l'art. Il faut vraiment toujours ressentir où on en est, qu'est-ce qui se passe, suivre la personne de près. Quand je dis la personne, c'est évidemment elle ce qu'elle va te dire, mais elle profondément, que souvent elle ne le sait pas elle-même. Il ne faut rien brutaliser, ça c'est hyper important. C'est une pratique, dans son fond, extrêmement douce. Même si tu as des moments impressionnants, parfois on donne dans les formations, tu as des choses, les élèves, tu as des sortes d'exorcismes parfois, parce que les énergies qui sortent, donc ça peut être violent. Mais en fait, non. Parce qu'on suit vraiment la personne dans ses possibilités. Je sais pas, j'insiste beaucoup sur ça. Je trouve que c'est hyper important. C'est comme disait Marc, quand il parle des manifestations. Moi, je suis d'accord avec lui. Ici, à Paris, il faut y aller doucement avec les Européens parce qu'on nous a fragilisés. Donc après, on peut fortifier, on peut retrouver toute la force indomptable, il n'y a aucun souci. Il faut commencer vraiment là où on en est. Bah, écoute, merci Tristan. On va te souhaiter un bon appétit. Nous aussi, on va. Merci. Merci pour tout ce temps que tu nous as offert. Merci Tristan. Merci à vous pour votre émission et ce dialogue super sympa. Voilà. On parlait de synchronicité, Tristan, tout à l'heure. On s'est rencontrés il y a 10 jours. On a besoin de croire. C'est incroyable. On a fait connaissance il y a 10 jours. Ok, Tristan. Écoute, on t'embrasse, comme on dit, hein, dans le milieu de la résistance. Hein. On t'embrasse et puis on te souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée. D'ailleurs, ça va être l'occasion, là, cette fois, de diffuser le début de la vidéo de Je ne suis pas en guerre. Je ne suis pas en guerre, exactement. Je ne suis pas en guerre. Tu veux que je mette la vidéo de... Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Bonne fin d'émission. Merci. Nous sommes en guerre.
Ils sont en guerre totale. Idéologique, politique, économique, militaire, culturel, social. Le nouveau dogme est révélé. L'ordinateur essentiel, l'art non essentiel, le pesticide essentiel, la terre non essentielle, le vaccin essentiel, l'immunité non essentielle, le robot essentiel, l'humanité non essentielle. Le nouveau dogme est révélé. La cognition vaut plus que l'émotion, l'utilité, plus que la liberté, l'efficacité, plus que l'humanité. L'espèce humaine doit se sacrifier à ses fausses promesses de félicité. À son âme.